Et voilà, le webinaire démarre. Bonjour à tous, bonjour Hassan, bonjour Guillaume, bonjour Olivier et bienvenue sur notre webinaire de ce jour sur la thématique de l'audit énergétique et des approvisionnements décarbonés. Je vous remercie pour votre présence et de prendre le temps en ce mardi pour ce webinaire. Je vous propose de commencer à 11h05, le temps que tout le monde puisse se connecter. N'hésitez pas à échanger dans le chat en bas à droite pour confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien l'écran avec le support. En tout cas, bienvenue à tous et je vous invite à patienter quelques minutes le temps que tout le monde se connecte, qui n'est pas toujours évidente aujourd'hui. Vous avez quelques chiffres ici. Bien sûr, je ne vais pas vous décrire un chiffre par un chiffre. J'aime bien mettre deux chiffres, ou en tout cas deux notions en parallèle sur le fait déjà que nous existons depuis 1785. Alors, vous imaginez pas en tant que géomètre expert, puisque le métier, cette appellation n'existait pas à l'époque, mais nous avons des archives et nous avons pu travailler sur des dossiers datant de 1785 et donc il y a une règle finalement au sein des géomètres experts et entre nos confrères, qui est la transmission d'archives. À partir du moment où un cabinet de géomètres ferme ses portes, il transmet donc ses archives et donc nous avons un bel historique d'archives et une belle clientèle. Et donc ça fait vieille dame finalement de présenter un métier ordinal comme celui-ci et datant de cette date, mais nous consacrons 3% du chiffre d'affaires à l'innovation, à la recherche et au développement et bien sûr aux nouvelles manières de concevoir, de gérer, de construire le bâtiment. Et ça va être aussi clairement la thématique de ce jour au travers de l'audit énergétique et des partenaires qu'on peut avoir comme Guillaume et Olivier sur comment conceptualiser, mieux gérer, avoir des bâtiments respectueux de l'environnement, utiliser les énergies pour approvisionner les bâtiments, les usagers au sein des bâtiments. Je vous en dis pas plus et je laisserai messieurs en parler un petit peu plus précisément, notamment au travers de la thématique de l'énergie. On a donc une pluridisciplinarité de profils au sein de la société, vous imaginez bien. Des ingénieurs thermiques, des diagnostiqueurs, des tailleurs de pierre, des maîtres d'œuvre et bien sûr notre cœur de métier qui est celui de géomètre topographe. Et ces profils-là sont répartis dans 3 départements différents. Le département immobilier qui comprend donc les prestations un peu plus classiques qu'on retrouvera dans un cabinet de géomètres experts, nos diagnostiqueurs. Le département bâtiment et VRD, et je vais en dire un petit mot un petit peu plus précis puisque c'est aujourd'hui au travers de donc l'audit énergétique et avec Hassan qui représente le département des bâtiments et VRD aujourd'hui, et le département PropTech qui lui reprend davantage l'ingénierie de la donnée immobilière. Donc ça va traiter tout ce qui est centralisation, mise à jour, fraîcheur de la donnée, notamment autour de la donnée cartographique qui est aujourd'hui notre matière première, puisqu'en tant que géomètre expert, nous produisons de la donnée de plan et de cartographie. Un petit mot avant que je laisse donc la parole à Olivier et à Guillaume sur le département bâtiment et VRD qui reprend davantage l'ingénierie de la construction où vous retrouverez donc 3 pôles principaux. Le pôle maîtrise d'œuvre et tout corps d'État, donc là où on aura notre équipe d'économistes, bien sûr du personnel qui travaillera sur la stratégie bas carbone et les études thermiques, et puis une équipe d'OPC, ordonnancement, pilotage et coordination. On reprendra aussi une thématique qui est davantage sur le génie urbain et les donc VRD, les voiries réseaux divers. Clairement, au sein du département, on a 2 directeurs, un bâtiment, 100% bâtiment, et un 100% VRD. Donc, on a ces connaissances très poussées, très approfondies, notamment sur le bâtiment lui-même et ses environnants, notamment sur les réseaux et les voiries réseaux divers souterrains qui sont essentiels au bâtiment lui-même. Et enfin, le pôle audit, où là, on retrouvera donc les différents audits, notamment l'audit énergétique, évidemment, j'en dis pas plus, mais aussi les audits pathologiques et investisseurs. Dans le cadre d'investissement, nous ferons des audits, notamment sur des stratégies long
court, moyen terme et aussi sur un état des lieux des bâtiments pour pouvoir avoir la meilleure stratégie d'investissement et pouvoir annoncer aux investisseurs des go, no go. Vous voyez, donc ça regroupe différentes typologies d'audits et justement, je vais laisser la parole à Hassan ensuite qui vous parlera davantage de l'audit énergétique. Mais tout d'abord, je laisse donc le groupe Stratégie au Conseil vous faire une petite présentation assez brève pour que vous puissiez aussi comprendre les synergies et puis on rentrera dans le vif du sujet juste ensuite. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le groupe Stratégie au Conseil. Donc Stratégie au Conseil, c'est un bureau d'études spécialisé en géosciences. Donc nous sommes tous géologues et hydrogéologues. L'objectif de notre vision, on va dire, du groupe, c'est la réduction de l'impact d'un projet sur l'aménagement et la ressource en eau. Alors on va avoir plusieurs thématiques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on en a 4 principaux, à savoir l'hydrogéologie, c'est notre cœur de métier, donc c'est la gestion de la ressource en eau, et après on va avoir une grosse activité sur les missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets de mise en place de géothermie assistée par pompe à chaleur. Donc c'est un procédé qui va permettre de réduire de façon assez importante l'impact carbone des projets. On va étudier donc différents procédés que je vais présenter par la suite, que ça soit en géothermie sur nappe ou sur sonde, pour chauffer et rafraîchir des bâtiments. On va aussi avoir une activité liée à des montages de dossiers de subventions, que ça soit au titre du fonds chaleur avec l'ADEME ou bien à travers d'autres dossiers de subvention avec différentes régions à l'échelle nationale. Donc on va aussi pouvoir monter tout ce qui est dossier loi sur l'eau, donc tout dossier, on va dire, administratif, réglementaire. On accompagne les maîtres d'ouvrage vraiment dans la totalité des projets, et on va aussi avoir des projets de suivi de travaux de forage, que ça soit auprès d'agriculteurs ou bien de collectivités qui souhaitent gérer en propre leur alimentation en eau pour arroser par exemple leurs espaces verts. Tu vas pouvoir passer, Léa, sur la slide d'après, s'il te plaît. Voilà, donc en fait, nous sommes une équipe de 27 ingénieurs répartis aujourd'hui sur 4 agences. On a une agence en Île-de-France, une agence à Strasbourg, à Nantes et à côté de Lille. On va faire un peu plus actuellement de 3 millions de chiffre d'affaires par an, répartis sur 240 dossiers. En termes d'impact environnement sur les projets sur lesquels on travaille, il va être à peu près de 10 000 tonnes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre sur les projets sur lesquels on travaille. Notre typologie de clients, de maîtres d'ouvrage, ça va aller de la petite collectivité de 5000 habitants jusqu'à des gros industriels pour lesquels on peut être amené sur des projets, que ça peut être du tertiaire, du logement, des écoquartiers. Donc on a vraiment une typologie de clientèle très, très variée. Et nous sommes également référents auprès de l'ADEME, comme référents en géothermie sur plusieurs régions, à savoir les Hauts-de-France et la région Bretagne. Et nous sommes également référents régional auprès du CER sur ces mêmes régions. La slide d'après, s'il te plaît, merci. Donc voilà, là une présentation rapide pour vous montrer l'organisation de la structure au sein des 4 agences et l'augmentation du chiffre d'affaires et de la part de la géothermie notamment, qui prend une part de plus en plus importante depuis 2021, là où avant 2021 le chiffre d'affaires était surtout lié à des projets on va dire d'hydrogéotechnique, c'est-à-dire des problématiques liées à la gestion des eaux souterraines dans le cadre de projets de construction. Depuis 2021, la géothermie prend une part de plus en plus importante, comme vous pouvez le voir de toute façon dans les différents
organes de médias où on en parle de plus en plus. Et là, aujourd'hui, là en 2023, la géothermie assistée par pompe à chaleur représente à peu près 80 à 90% de notre activité. Voilà, donc ça c'est une petite présentation pour la répartition de nos affaires. Donc on a une grosse activité sur l'Île-de-France et les Hauts-de-France, comme vous pouvez le voir, et on commence également à développer un réseau assez important dans la région, dans le Grand Est, et puis en région Normandie, où ce sont des régions qui se tournent de plus en plus vers la géothermie, et donc nous sommes de par ce fait de plus en plus sollicité. Bon, je vais laisser la main à Guillaume maintenant. Merci Olivier. Du coup, oui, rebonjour à tous. Donc nous, Sanelis, entreprise spécialisée sur le photovoltaïque, donc énergie solaire photovoltaïque pour la production d'électricité. Alors, on peut pas se vanter d'avoir 200 ans d'histoire, mais on existe quand même depuis 2008, ce qui est une belle performance dans le milieu du photovoltaïque parce que c'est un marché qui a été très disparate ces dernières années. Donc, on est basé à Lille, à Fretin exactement, donc à côté de l'aéroport de Léquin. On rayonne sur tous les Hauts-de-France. Donc, entreprise plutôt familiale avec donc 3 associés, et on est aujourd'hui 63 collaborateurs avec une volonté du coup d'agrandissement parce que le marché est présent. Du coup, on va faire exclusivement donc de la centrale photovoltaïque pour la production d'électricité, que ce soit en vente totale, en autoconsommation, avec ou sans vente de surplus, stockage, et ensuite faire les maintenances des centrales solaires. Donc aujourd'hui, sur notre rayon d'action qui est plutôt, on va dire, Rouen, nord de Paris, Reims, donc vraiment Hauts-de-France, on a plus de 1500 centrales photovoltaïques qui tournent, donc avec du marché agricole, donc beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui. C'est ce qui tire de toute façon le marché vers le haut. Des industriels qui se sont bien mis sur le photovoltaïque depuis ces dernières années avec les évolutions des tarifs et les petits soucis qu'on a rencontrés l'hiver dernier sur l'approvisionnement d'électricité. Pas mal de collectivités et aussi du tertiaire. Du coup, c'est là où on se recoupe avec tout ce qui va être audit énergétique et solutions de production d'énergie. Merci Guillaume. Pardon Hassan, je me permettais juste de rebondir finalement avec la présentation d'Olivier et Guillaume. On s'aperçoit déjà qu'on a des points communs de convergence. Déjà de par la typologie de nos clients et des personnes qu'on accompagne dans ces projets assez diversifiés, que ce soit dans le tertiaire. Ou même dans le logement, notamment pour Olivier, mais on accompagne l'audit énergétique, et tu vas en dire un mot Hassan juste ensuite, que ce soit sur la partie réglementaire ou non, ça nous concerne tous. On le voyait beaucoup sur la thématique du logement auparavant, ça s'est beaucoup dirigé sur le tertiaire. Le tertiaire englobe tellement, que ce soit Guillaume le mentionnait sur la partie agricole, mais aussi les bureaux, les parcs d'activité, la logistique. Aujourd'hui, ça nous concerne tous, et on peut avoir une trajectoire, et c'était un peu le mot d'ordre d'Olivier tout à l'heure sur sa slide, c'était l'optimisation, c'était les économies, et puis prêter attention à l'environnement. Je pense que c'est des trajectoires que autour de la table aujourd'hui on souhaite tous prendre, je propose Hassan que tu nous en dises un petit peu plus du coup sur la thématique d'aujourd'hui qui est assez spéciale, et bien sûr messieurs Olivier et Guillaume, n'hésitez pas à rebondir sur l'intervention d'Hassan. Merci beaucoup. Merci Léa, bonjour tout le monde. Alors l'audit énergétique tout simplement, c'est un outil qui permet de connaître les performances énergétiques du bâtiment. Tout simplement, c'est un bilan de santé qui peut montrer quelles sont les forces, les faiblesses du bâtiment au niveau, que ce soit au niveau de l'enveloppe, que ce soit au niveau du système sur place, et tout ça dans l'objectif de réduire les consommations, parce que vous savez très bien que les prix d'énergie ont beaucoup augmenté récemment. Donc le premier objectif, c'est de réduire ces consommations et aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un souci environnemental. Voilà. Et un audit, ça permet aussi à nos clients et à nous de guider un plan de travaux
suite à la volonté du client, et de donner les actions nécessaires qui pourront améliorer la performance énergétique du bâtiment. Lia, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc là, au sein de J'expertise bâtiment et VRD, les 3 cas de figure que nous avons par rapport aux audits énergétiques sont tout d'abord l'audit énergétique obligatoire qui concerne tous les biens immobiliers classés FOG en DPE, tout simplement. On a un deuxième type d'audit énergétique qui concerne les bâtiments tertiaires qui sont soumis et obligés de répondre aux objectifs des critères tertiaires. Et un troisième type, tout simplement, c'est des audits énergétiques essentiels, c'est-à-dire des audits demandés par des clients pour différentes raisons, que ce soit pour réduire leur consommation, que ce soit pour orienter leur plan de travaux, que ce soit pour prendre des décisions par rapport à ce qu'ils peuvent ou pas faire dans le cadre de leur programme de travaux. Je me permets juste d'interrompre, j'ai Thibaut qui nous mentionne de vouloir avoir la présentation en plein écran. Messieurs, vous me confirmez, vous avez bien le plein écran de votre côté? Oui. Ouais, on est en plein écran? Ouais. Ok, super. Bon, bah écoutez, si vous êtes en plein écran, merci Olivier pour votre réponse. Hassan, je te laisse poursuivre. Excuse-moi de t'avoir coupé, je passe à la slide suivante. Pas de souci, ok. Alors là, en ce qui concerne le premier type d'audit, tout simplement, c'est l'audit qui est vraiment obligatoire pour les logements classés FOG. Donc c'est entré en vigueur depuis le 1er avril de cette année. Donc c'est un audit qui est obligatoire et à inclure dans le dossier de vente, c'est-à-dire pour définir un petit peu l'état actuel du bâtiment et pour présenter un plan de travaux que le nouvel propriétaire pourra envisager. Et cet audit a une durée de validité de 5 ans, donc après la date de sa réalisation. Pour le deuxième type d'audit énergétique, voilà, c'est ce qui concerne le décret tertiaire. Donc, comme vous savez, le décret éco-énergie tertiaire qui est entré en vigueur en octobre 2019 oblige tous les propriétaires des bâtiments tertiaires à se soumettre à ces obligations. Ces obligations, oblige ces propriétaires à faire des réductions d'énergie pour les horizons 2030, 2040 et 2050. Donc ça, ces objectifs peuvent être définis en deux méthodes. Soit en utilisant la valeur relative, c'est-à-dire faire des gains de consommation de moins 40, moins 50, moins 60% pour 2030, 2040, 2050 par rapport à l'énergie finale, c'est-à-dire définie par rapport à une année de référence, soit en valeur absolue. Cette valeur absolue, elle est tout simplement définie par rapport à la nature d'usage du bâtiment. Est-ce que, par exemple, c'est un bâtiment bureau, c'est un bâtiment pour une activité industrielle, pour une activité, par exemple, établissement scolaire ou peu importe. Donc voilà. Donc dans ce type d'audit, donc il est essentiel de guider le client et de lui donner la feuille de route pour qu'il soit capable de répondre à ses obligations du décret tertiaire. Ouais, tu peux passer à Je me permets juste de rebondir justement sur la partie audit des critères tertiaires, parce que la partie tertiaire, c'est quelque chose qui concerne aussi Guillaume, qui concerne Olivier. Quand vous avez vu, c'est moins 40%, c'est moins 50%, c'est moins 60% sur les dizaines d'années à venir. Quelle était en quelques mots, quelle était votre pensée par rapport à votre métier aujourd'hui et vos propositions sur ces économies d'énergie? Qu'est-ce que vous vous êtes dit, parce que ces économies et ces projections ne datent pas d'hier non plus. Comment vous voyez cette évolution? Comment vous l'avez appréhendée sur votre partie métier, respectivement Olivier et Guillaume? Alors,
Je me permets, Olivier, désolé. Nous, en tout cas, sur notre métier qui est la production d'énergie, en fait, le décret tertiaire, forcément, ça nous touche, mais on arrive en bout de chaîne. L'idée, dans tous les cas, sur ce type de décret, c'est d'abord d'aller chercher, de toute façon, des économies, parce que de toute façon, nous aussi, en tant que prescripteurs, on va d'abord conseiller à nos clients de baisser leur consommation avant d'aller chercher à produire de l'énergie. L'idée là-dedans, et c'est là où voilà, j'ai expertise à toute façon, son expertise à mettre en place, c'est d'aller chercher à baisser les consommations de chacun, d'essayer d'optimiser, faire des relampings, voilà, chercher des solutions. Et ensuite, nous, en effet, on sait qu'on aura une part de marché qui va arriver, mais en bout de chaîne, ça va arriver pour nous d'ici, voilà, peut-être 1 an ou 2, quoi. Des efforts en amont, si je puis dire, enfin en tout cas à réaliser avant pour qu'on puisse laisser, j'allais dire, Guillaume entrer en action. Et voilà, donc il y a tout un travail de réflexion, de stratégie pour que Guillaume, en plus, vous puissiez, j'allais dire, mettre tout en œuvre. Oui, tout à fait. Et aussi, nous, on intervient juste, désolé, pour clôturer. L'idée, c'est déjà d'avoir mis en place toute une stratégie, d'avoir vu les évolutions, parce qu'au final, si on se base aujourd'hui à l'année zéro en faisant des projections sur la production photovoltaïque, mais qu'en fait, dans 3 ans, toutes les consommations du bâtiment vont baisser, forcément, les productions qui devaient être autoconsommées, au final, vont être vendues. Donc, en fait, le schéma économique qui est prévu va être totalement mise à jour et potentiellement peut être compliqué avec les nouvelles projections. Merci beaucoup, Guillaume. Olivier, alors nous, dans l'idéal, on arrive après l'audit énergétique qui s'accompagne de différentes solutions d'économie d'énergie, où notamment plusieurs ENR sont proposés. Et en fait, alors un des gros avantages de la géothermie, c'est que par la performance de cette technologie, le 40% en 2030, en fait, on l'atteint quasiment immédiatement. Alors, je détaillerai après dans la présentation que je ferai, mais en fait, c'est un des gros avantages. Après, effectivement, comme dit Guillaume, moi, ce que j'aime dire à nos clients, c'est que la meilleure énergie, c'est celle qu'on consomme pas. Donc la première chose à faire, c'est travailler sur l'enveloppe des bâtiments. Et après, on vient greffer à ces travaux-là, on vient greffer des ENR, quelles qu'elles soient, du solaire, de la géothermie, de la biomasse. Et après, voilà, pour avoir une solution la plus pertinente et la plus efficiente possible, environnementalement parlant. Super Olivier, merci pour cette intervention. Avant de passer à la slide suivante, j'ai Thibaut qui nous pose la question suivante. Existe-t-il un article de loi qui oblige ou réglemente la réalisation d'un audit énergétique dans le cadre du décret tertiaire? Oui, alors là, en répondant à votre question, c'est bien le décret éco-énergie tertiaire, tout simplement, qui définit quels sont les objectifs à atteindre pour les décrets tertiaires pour 2030, 2040 et 2050. Donc c'est bien un décret, ouais. Hassan, je te laisse la main pour la slide suivante. Ah, d'accord. Alors, en ce qui concerne le troisième type d'audit énergétique, tout simplement, c'est l'audit dans le cadre d'une rénovation. Donc ça, généralement, c'est des clients qui viennent vers nous tout simplement pour avoir notre conseil et notre expertise par rapport à ce qu'ils peuvent ou peuvent pas faire dans le cadre de leur programme de travaux. Ça se passe par une liste de préconisations à faire, à prioriser, que ce soit au niveau de l'enveloppe, que ce soit au niveau du système. On leur présente aussi qui sont les gains énergétiques liés à ces préconisations, parce que comme vous savez, c'est une action et on la priorise ou pas. C'est par rapport à sa rentabilité économique. Ça veut dire le gain énergétique qu'on peut avoir versus l'investissement. Donc ça permet à notre client, au maître d'ouvrage, de savoir qui sont les actions qu'il pourra prioriser. Ça lui permet aussi d'avoir une idée sur les performances actuelles
de son bâtiment, sur des façons ou des méthodes à améliorer le confort au sein de son bâtiment, et aussi d'avoir notre étude par rapport à tout ce qu'on peut préconiser en termes de raccordement d'énergie renouvelable, tout simplement, qui sont les différentes solutions, avec un chiffrage, avec du retour sur investissement et avec des gains. Et tout ça, c'est vraiment dans le cadre du conseil qu'on pourra donner à notre client. Tu peux passer à la slide suivante, Léa. Donc là, pour le déroulé d'un audit énergétique. Donc ça concerne les trois types. Donc dans un premier temps, donc on essaye de bien comprendre et de bien cerner le besoin de notre client en termes de son besoin, de ses objectifs. Est-ce que par exemple le client a un bâtiment qui doit répondre aux décrets tertiaires, par exemple? Est-ce que c'est un bâtiment logement qui est classé en DPE GOF? Est-ce que c'est juste un client qui veut réduire sa consommation, améliorer son confort et qui envisage tout simplement de faire des travaux? Donc ce déroulé et cette méthode, elle est adaptée aux trois types d'audit énergétique. Donc dans un premier temps, comme je viens de dire, donc on essaye de bien comprendre le besoin client. Après, ce qu'on fait, c'est de faire une visite sur site pour tout simplement voir l'état actuel du bâtiment, que ce soit en termes de l'enveloppe, s'il y a par exemple, si les murs sont isolés, si les planchers sont déperditifs, les menuiseries, leur performance. Après, il y a une partie système, donc on regarde tout simplement les systèmes sur place. Est-ce que leur performance, leur vétusté aussi, l'état technique, ça aussi c'est très important d'avoir le jour de la visite. Et aussi on fait un rapprochement entre les factures qu'on demande généralement aux clients avant de partir en visite, et aussi l'état des bâtiments pour comprendre par exemple d'éventuelles variations de consommation. Je prends un petit exemple, par exemple entre 2022 par exemple et 2021, si on voit qu'il y a une variation de consommation gaz électrique, donc dans ce cas on essaie de demander au client qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que l'occupation du bâtiment a été impactée, est-ce qu'il y avait un remplacement d'équipement. Donc on essaie tout simplement le jour de la visite de comprendre la variation des consommations communiquées par le client. Après, on passe, une fois la visite est réalisée, donc on passe à la partie bilan énergétique. Donc c'est là où on fait une simulation énergétique du bâtiment pour simuler tout simplement le bâtiment, que ce soit au niveau de l'enveloppe, du système, et aussi au niveau de l'exploitation du bâtiment. Quand je dis exploitation, c'est tout ce qui est régulation, chauffage, c'est tout ce qui est mode d'occupation, les horaires d'occupation, tout ça. Donc on essaye de nous rapprocher au maximum des consommations qu'on a aussi. C'est-à-dire qu'il faut que notre simulation nous sorte des consommations qui sont proches et qui sont cohérentes par rapport à nos années d'analyse. Et généralement, on fait l'analyse par rapport aux 3 dernières années pour avoir vraiment une base solide pour notre simulation. Après, une fois on fait la simulation du bâtiment, donc là, on passe à la partie la plus importante, c'est vraiment la proposition d'amélioration, que ce soit sur l'enveloppe, que ce soit sur les systèmes, que ce soit sur l'exploitation. Donc, à partir de ces préconisations, on propose des chiffrages, c'est-à-dire les investissements, qui sont relatifs à chaque préconisation. Et après, on regroupe ces préconisations sous forme de scénario. Ça, c'est dans l'objectif de répondre au scénario de travaux. Par exemple, dans le cadre du décret tertiaire, nos préconisations doivent être regroupées de façon à atteindre, par exemple, l'objectif 2030, qui est bien de réduire les consommations de moins 40%, ainsi de suite. Donc la composition de nos scénarios se fait en fonction de ce qu'on veut atteindre comme objectif en termes de réduction des consommations.
Donc après, pour la philosophie ou la démarche qu'on fait pour proposer des préconisations ou les prioriser, c'est toujours dans une démarche de sobriété énergétique. Ça veut dire qu'on essaye tout le temps d'améliorer l'enveloppe de notre bâtiment, c'est-à-dire de réduire au maximum si besoin en termes de chauffage, en termes de consommation d'énergie tout simplement. Puis on passe dans un premier temps à la partie système. Parce que logiquement, on peut pas venir, par exemple, pour un bâtiment qui est une passoire thermique, tout simplement, où il y a beaucoup de déperdition. On peut pas venir directement et préconiser par exemple, la mise en place d'une PAC ou le remplacement d'un système de production de chaleur. Donc, toujours, dans un premier temps, c'est toujours, on travaille sur l'enveloppe. Donc, on essaye d'améliorer l'enveloppe au max, puis on passe à tout ce qui est système. Et bien sûr, parmi ces programmes et ces préconisations qu'on fait aux clients, il y a la partie très importante qui fait l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est les énergies renouvelables. Donc là, nous, dans nos rapports d'audit, ce qu'on fait, c'est tout simplement une étude de faisabilité technique et économique pour l'ensemble des types d'énergie renouvelable. Après, s'il y a besoin du client, par exemple, on peut contacter et nous mettre en relation avec nos collègues Guillaume et Olivier, si besoin, par exemple, d'une étude de faisabilité plus détaillée et plus approfondie. Voilà. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais continuer ce que je viens de dire par rapport à notre relation qu'on peut avoir entre l'audit énergétique et les énergies renouvelables. Donc parfois, lorsqu'on propose des scénarios ou des préconisations d'amélioration de la performance du bâtiment, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Donc là, le recours aux énergies renouvelables nous permet vraiment de dépasser même parfois les objectifs. Par exemple, dans un bâtiment, si on vient et on fait que l'isolation, par exemple, on fait le relomping, par exemple, on change les émetteurs. Par exemple, dans le cadre d'un décret tertiaire, nos scénarios simulés n'arrivent pas à atteindre les objectifs de réduction de consommation. Donc là, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est tout simplement, on fait recours à une solution d'énergie renouvelable. Donc, on vient de le dire, Olivier, par exemple, la géothermie, ça permet de faire énormément de gains par rapport aux consommations. Donc là, ce qu'on fait dans ce cas, c'est tout simplement de proposer cette solution pour atteindre les objectifs. Ça permet le recours aux énergies renouvelables, ça permet aussi d'atteindre l'objectif de 40% du mix énergétique fixé par le gouvernement pour 2030. Donc, on le savait, en 2030, tous les bâtiments, notamment tertiaires, doivent avoir un mix énergétique de 40% de consommation au niveau national. Donc, et ça doit être en énergie renouvelable. D'où l'importance de toujours faire des préconisations qui sont liées à ces énergies. Ça permet, les énergies renouvelables, ça permet aussi d'avoir, tu peux revenir à la slide d'avant? Ah, merci. Donc, ça permet aussi d'avoir des solutions alternatives. Tout simplement parce que, comme vous savez actuellement, dans la plupart des cas, on trouve des bâtiments qui consomment le gaz pour le chauffage. Donc, l'idée, tout simplement, c'est d'étudier des solutions alternatives à cette énergie. Et dans notre cas, les solutions à énergie renouvelable sont vraiment adaptées. Le recours aux énergies renouvelables, et ça, Olivier et Guillaume pourront le détailler après, ça permet d'obtenir des financements et des subventions des travaux. Donc, pour chaque type par exemple, d'énergie renouvelable, donc il y a des primes, il y a des aides qui sont données aux maîtres d'ouvrage dans le cadre de leur programme de rénovation. Après, comme je viens de dire, nous, dans notre mission d'audit énergétique, c'est qu'on fait une initiation
d'études de faisabilité, que ça soit technique ou économique. Donc, on propose au client plusieurs solutions. Et après, quand lui, par exemple, il envisage passer à l'action pour comment dire, une analyse plus détaillée et plus approfondie, donc il peut tout simplement nous contacter et nous, après, on pourra voir avec nos partenaires pour lui proposer des études qui sont vraiment approfondies et détaillées. Voilà, je pense que j'ai fait le... Voilà. Alors là, comme j'ai dit, dans une étude de faisabilité comment dire, et d'efficacité de solutions à énergie renouvelable, donc là, c'est bien de savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chaque type d'énergie renouvelable. Par exemple, là, pour le solaire, on sait très bien qu'il y a un grand potentiel en France d'énergie renouvelable, notamment 1400 watts par mètre carré au sud et 1000 watts par mètre carré dans le nord. Donc, on voit bien que c'est un potentiel très important. Là, parmi les forces aussi, parmi les avantages de cette énergie, c'est que il peut être adapté à tout type de bâtiment, que ce soit au niveau des résidences, que ce soit au niveau du tertiaire. Bien sûr, il faut tout simplement que le bâtiment soit comment dire, peut répondre comment dire, aux contraintes de cette installation. Est-ce que, par exemple, on a une toiture terrasse disponible au niveau de notre bâtiment et une structure qui pourra supporter la mise en place d'une installation. Après, le coût de l'installation, c'est vrai au début, et je pense que Guillaume pourra confirmer ça, au début de recours comment dire, à l'énergie solaire. Donc, il y avait du coût d'installation qui était très important. Maintenant, avec comment dire, avec l'avancement des technologies et aussi avec l'autoconsommation, par exemple, on arrive à avoir des temps de retour sur investissement qui sont très intéressants. Je sais pas, Guillaume, si... Tout à fait. En fait, surtout, le gros effet qu'on a eu, c'est qu'il y a 15 ans, le photovoltaïque arrivait sur le marché. Donc, on avait forcément quelques usines qui se montaient, des coûts d'investissement qui étaient assez élevés et des prix d'installation qui étaient élevés. Aujourd'hui, avec la massification du marché, on a de plus en plus de produits disponibles, de plus en plus d'acteurs, en fait, de fabricants. Et on a encore des fabricants en France, hein, quand même à souligner, parce qu'on a encore 2 usines qui font des panneaux solaires en France. Et on arrive, du coup, à baisser les prix. Quand on croise ça avec l'évolution des tarifs actuels en termes d'achat d'électricité, hein, parce qu'on a tous vécu du coup à l'hiver dernier et ça a rebaissé ces derniers temps, mais ça se stabilise à des tarifs qui sont 30 à 40% plus élevés que ce qu'on a pu connaître il y a un an. Et aujourd'hui, du coup, par l'autoconsommation, le photovoltaïque est intéressant financièrement et rentable. Et du coup, il y a même plus de subventions en fait pour soutenir ce type de produit. Du coup, je permets de continuer sur les faiblesses, Hassan, comme ça, au moins, je te libère cette partie-là. En fait, après, en effet, le solaire, donc aujourd'hui, c'est applicable partout. Par contre, donc c'est facilement déployable, on va dire, mais on a quand même des intermittences et dépendances météorologiques. Il faut savoir que quand, en effet, votre bâtiment, votre principale source de consommation, c'est du chauffage électrique, voilà, le solaire vous apportera pas de solution là-dessus. À l'inverse, si vous avez des packs clim, du froid et autres grosses consommations en été, par contre, le fait de produire beaucoup en été et consommer beaucoup en été, on a une synergie qui se fait et du coup, c'est facilement à mettre en œuvre. Sur les bâtiments, par contre, existants, très compliqué de trouver des solutions parce qu'on va rencontrer pas mal de problèmes, que ça soit sur des soucis de structure du bâtiment qui sont pas prévus en termes de charge pour mettre du photovoltaïque, aussi sur les compatibilités des matériaux qui ont été mis en œuvre à l'époque à la construction, qui sont pas compatibles avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Et du coup, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui, le solaire va plus se tourner vers soit des bâtiments en poste simple, plutôt typés tôle trapézoïdale, donc bac acier, ou alors sur du neuf, où là, on va pouvoir déployer énormément du coup de puissance et le concevoir dès le départ. Aussi, on parle beaucoup aujourd'hui de photovoltaïque, donc en production pure, c'est-à-dire je produis, je consomme en instantané. Aujourd'hui, le stockage existe, donc on a des solutions, c'est viable techniquement. Par contre, les coûts sont encore élevés et quand on a des tarifs qui sont pas encore à la hauteur de ce qu'on peut avoir chez nos pays voisins
typiquement l'Allemagne, Belgique et autres, où voilà, on a des tarifs d'achat d'électricité qui sont très élevés. Aujourd'hui, il n'est pas rentable en France de stocker l'énergie. Et ensuite, on va avoir des contraintes d'assurance, alors qu'on aura peut-être moins sur tout ce qui va être tertiaire. Par contre, dès qu'on va être sur un site industriel avec des classements spécifiques ICPE, aussi des outils de production qui ont une certaine valeur, d'un point de vue assurantiel, ça va être très compliqué à mettre en œuvre si ce n'est pas sur un bâtiment qui est neuf. Ça veut dire sur de l'existant, au niveau des degrés coupe-feu à respecter, des protections à mettre en œuvre, etc. sur un bâtiment, on va quand même voilà, devoir un peu discuter, on va dire, avec l'assurance pour trouver des solutions adaptées. Merci Guillaume. Léa, tu peux passer à la... Ouais. Alors là, parmi les types d'énergie renouvelable aussi, donc il y a l'énergie éolienne. Donc cela représente comment dire, un potentiel très élevé, notamment dans les régions, et en particulier dans les côtes. Donc c'est un potentiel très très intéressant. Par contre, qui est limité par comment dire, une forte dépendance des conditions météorologiques. Donc, tout simplement, on peut pas avoir du vent tout le temps. Du coup, ça limite un petit peu la pertinence de ce type d'énergie. En plus de ça, il y a les coûts d'exploitation qui sont bas. Comment dire, une fois l'installation est réalisée, c'est-à-dire il y a que les coûts d'installation qui vont être importants au début, mais après pour tout ce qui est maintenance et tout ce qui est comment dire, tous les coûts qui peuvent venir après, c'est vraiment négligeable par rapport au coût d'installation. Parmi les faiblesses aussi, on a comment dire, un besoin de grands espaces pour mettre en place cette solution. Comme vous le savez, dans les milieux urbains, c'est vraiment compliqué d'envisager une solution éolienne, tout simplement. La slide suivante. Là, pour l'énergie biomasse. Donc, parmi les avantages de ce type d'énergie renouvelable, c'est déjà l'utilisation des déchets organiques. Donc, tous les déchets organiques qu'on peut trouver au niveau de l'industrie, par exemple, c'est des déchets qu'on peut revaloriser et produire de l'énergie renouvelable avec. Donc, et pour cela, cette solution permet vraiment de gérer les déchets organiques. Voilà. Et par rapport aux faiblesses, c'est les émissions de gaz à effet de serre, qui sont tout simplement associées à la combustion de biomasse et une concurrence potentielle avec l'agriculture alimentaire pour l'utilisation des terres. Parce que ça demande d'importantes surfaces de terre pour la mise en place de cette solution. Merci Lia. Alors l'autre type d'énergie renouvelable, c'est tout simplement l'énergie aérothermique. Donc ça peut être soit des solutions, soit des packs RO, soit des packs RR, soit des packs, les différents types de packs tout simplement qu'on peut trouver au sein du bâtiment, que ce soit pour le chauffage, que ce soit pour le chauffage et le refroidissement, et que ce soit uniquement pour le refroidissement. Et parmi les forces de ces technologies, tout simplement, c'est un faible coût de fonctionnement, d'installation comparé à d'autres types d'énergie renouvelable. Donc ça coûte pas trop cher, surtout pour des petits bâtiments, pour des petites puissances par exemple, pour faire le chauffage et le refroidissement. Donc c'est une solution qui coûte pas vraiment trop cher. Et il y a aussi des gains importants par rapport aux émissions CO2. Si par exemple on est dans le cas d'un bâtiment qui utilise du gaz pour le chauffage et on passe après à une solution de PAC, donc on réduit drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Parce que comme vous savez, le taux d'émission CO2 pour l'élec et le gaz, il y a une grande différence. Et parmi les faiblesses de ces technologies, tout simplement, c'est comment dire, des rendements faibles en période comment dire de froid.
Parce que, par exemple, on sait très bien que le rendement peut varier si la période, dans la période, entre la période estivale et la période hivernale. Donc, en période estivale, on est plutôt bien, on est plutôt à des COP qui sont aux alentours de 2,5, 2,6. Par contre, en période hivernale, là où il fait extrêmement froid, le rendement peut vraiment baisser et du coup, réduire comment dire, les gains qu'on peut envisager en utilisant ces énergies. Léa, Hassan, ouais, je me permets juste de te dire, on va accélérer un tout petit peu la partie, parce que Guillaume et Olivier ont des choses aussi intéressantes et complémentaires à ce que tu évoques sur les slides suivantes. Je vois le temps qui tourne. Je peux me permettre juste un petit Bien complément sûr, avec plaisir. Sur l'aérothermie. Je Effectivement, t'en la prie, Olivier. faiblesse limitée en période froide, mais elle est également limitée en période chaude. Parce que l'inverse est vrai également, c'est qu'en période de canicule, le rendement de ce type de technologie va être relativement faible également. C'est tout ce que ouais, je voulais. mais pas de la même, comment dire, pas de la même degré comment dire, de faiblesse, je veux dire. Ah, Parce qu'en en période hivernale, c'est vraiment, on peut avoir des COP qui sont inférieurs à 2. Donc c'est pour ça quand il fait 40 degrés dehors, c'est la même chose. Ouais, ok. Après, parmi les faiblesses de ce système, c'est tout simplement la génération de bruit sonore, notamment pour les unités extérieures. Donc, vous savez, si vous avez un voisin et que vous mettez en place une unité extérieure, par exemple dans le balcon ou peu importe, donc le voisin pourra avoir des bruits tout simplement qui vont déranger. Par Un rapport à petit la mot bref géothermie, sur la partie géothermique, et j'aimerais que Olivier et Guillaume puissent rebondir aussi ouais, sur ces je veux différents bien, ouais. éléments. Bon, après, sinon, je pourrais faire la présentation de la géothermie si tu veux, Léa, Oui, avec les forces et faiblesses. Bah voilà, de toute façon, j'ai la suite du coup. vas-y, je t'en prie. Bon, Ok. bah, je vais prendre Sur cette la slide, main. ça te convient? C'est parfait, c'est parfait. Donc, le temps passant vite, je vais essayer d'être succinct mais efficace. Donc, juste cette slide-là, c'est pour vous montrer, il existe plusieurs géothermies. Sur ce schéma-là, vous avez toutes les géothermies qui existent en France métropolitaine. On va partir de la droite jusqu'à la gauche. On va commencer donc à droite, c'est la géothermie dite de très haute énergie. C'est celle qu'on va rencontrer dans un axe Strasbourg-Colmar à peu près. On va se trouver géologiquement dans ce qu'on appelle le bassin rhénan. Donc là, on va, avec des forages de 5000 mètres de profondeur, on va aller capter une ressource énergétique qui va être à peu près vers 200 degrés. À cette température-là, on va pouvoir créer de l'électricité. Strasbourg est en grande partie alimenté en électricité avec ce type de géothermie. Malheureusement, on n'a pas cette ressource disponible sur l'entièreté de la métropole. Comme je viens de le dire, c'est uniquement du côté de, on va dire, Strasbourg-Colmar. Donc, on va laisser voilà, cette technologie-là uniquement dans l'Est. Après, on va avoir, si on se déplace un petit peu vers la gauche, on va avoir la géothermie dite basse énergie. C'est celle qu'on va rencontrer depuis le milieu des années 70 en Île-de-France et plus récemment, c'est-à-dire à peu près une petite dizaine d'années, le bassin aquitain, c'est de la géothermie qui va permettre, en faisant des forages, compris entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, aller capter une ressource énergétique qui va être aux alentours de 90 degrés. Cette température-là va permettre, par un échange direct, de chauffer des bâtiments et même des écoquartiers dans leur globalité. Avec des performances qui vont être très très intéressantes. C'est une technologie qui commence à arriver dans les Hauts-de-France. Il y a des recherches qui sont faites par Engie pour pas le nommer, et dans d'autres régions c'est en cours de recherche. C'est vraiment de la recherche là limite universitaire. Et après, on va voir la géothermie dite de surface ou très basse énergie, celle que je vais vous présenter. Et cette géothermie-là, avec des forages de moins de 200 mètres de profondeur, va non seulement permettre de chauffer des bâtiments, mais aussi de les rafraîchir. C'est la seule énergie renouvelable qui permet de faire du froid, qu'il soit passif ou actif. Je te laisse, voilà. Donc, l'avantage de la géothermie, quelques notions, c'est qu'à partir de 10 mètres de profondeur,
la température du sous-sol, elle va être constante toute l'année, quelles que soient les températures extérieures. Donc du coup, par rapport à de l'aérothermie, on va avoir une performance constante de l'installation pendant toute l'année. S'il fait moins 10 degrés dehors, en mode chauffage, avec des bâtiments bien isolés et on va dire des régimes de température adaptés à la géothermie basse énergie, on va avoir des coefficients de performance qui vont être compris entre, on va dire, 4 et 5,5 sans problème en mode chauffage. Et en mode rafraîchissement, si on fait du rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on va éteindre la pompe à chaleur et on va rafraîchir les bâtiments en direct, on va pouvoir avoir des performances de l'ordre de 30 à 40, c'est-à-dire qu'avec 1 kW électrique, on va fournir l'équivalent de 30 à 40 kW de rafraîchissement. Quand je parle de rafraîchissement, c'est-à-dire qu'on va diminuer de 3 à 4 degrés la température dans le bâtiment. Si on fait du froid un petit peu plus actif, c'est-à-dire qu'on va plutôt baisser de 5-6 degrés la température du bâtiment par rapport à une température extérieure, on va avoir des coefficients de performance ou EER, comme on dit, plutôt de l'ordre de 6. Donc ça reste quand même très très intéressant par rapport à de l'aérothermie. Tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Donc, ce qui est très important en géothermie très basse énergie, ça va être de travailler sur les régimes d'eau dans les émetteurs. L'inconvénient de la géothermie, c'est que on va sortir au maximum à 50 degrés dans les radiateurs ou dans les émetteurs. Au-delà de 50 degrés, on va avoir une déperdition, une chute du rendement de l'installation de la pompe à chaleur. L'important, c'est qu'en fait, la différence de température entre le bâtiment à chauffer et le sous-sol soit le plus petit possible. C'est pour ça qu'en fait, dans l'idéal, quand on fait de la géothermie, alors c'est plus facile sur du neuf, c'est on travaille sur du plancher chauffant, rafraîchissant, et là, en fait, c'est là où on va avoir des performances les plus importantes. Sur du bâtiment existant, c'est pas évident de travailler qu'en plancher chauffant. Donc, on va pouvoir travailler en radiateur aussi, moyenne température ou avec des températures de l'ordre de 50 degrés. On va pouvoir tout de même avoir des performances relativement intéressantes. Donc les deux principaux procédés sur lesquels nous on travaille, ça va être le procédé sur nappe. C'est le plus communément, on va dire, en ce moment c'est celui qu'on trouve le plus. Donc schématiquement c'est assez simple. On va faire un forage de pompage et un forage de rejet. Et en fait on va prendre les calories de la nappe ou en restituer pour chauffer ou rafraîchir des bâtiments. Le nombre de forages et donc le dimensionnement va dépendre forcément des besoins de l'installation. Ça va dépendre du débit disponible aussi au droit du projet, parce que là, on prend l'énergie directement dans le projet. Et en fait, notre travail à nous, ça va être d'estimer l'écartement qu'il faut au minimum entre le pompage et le rejet pour que l'installation puisse fonctionner. Nous, quand on fait nos simulations, on les fait sur 50 ans. L'idée, c'est que ça fonctionne sur des périodes très, très importantes. Donc ça, c'est le procédé sur nappe. Le procédé sur nappe, l'inconvénient, s'il y en a à donner, c'est qu'il faut que les forages restent accessibles pour de la maintenance. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas les mettre sous le bâtiment. Donc il faut qu'ils restent accessibles à un véhicule léger. Clairement, le procédé sur sonde, donc qui est le procédé que vous avez là sous les yeux. Le procédé sur sonde, ça va être un procédé qui a, à travers des forages de petit diamètre, on va travailler sur du 120 à 160 mm de diamètre. Si la géologie le permet, la réglementation autorise à descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur et on va descendre une sonde dans ce forage-là. Une sonde, en fait, c'est un tuyau un peu HD. Généralement, c'est ce qu'on appelle des boucles en double U, c'est-à-dire qu'on a 4 tuyaux qui descendent dans ce forage-là. C'est 2 allées et 2 retours. On va faire circuler de l'eau dans cette sonde-là et en fait, l'eau va se mettre en température à l'équilibre avec son environnement. Et on va échanger des calories, donc on va soit en prendre au sous-sol, soit en restituer, en faisant circuler l'eau dans cette sonde-là. L'avantage de ce procédé-là, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du stockage des stockages d'énergie. C'est-à-dire que l'été, on va absorber la chaleur du bâtiment et on va l'injecter au sous-sol. Donc on va augmenter artificiellement la température du sous-sol qui, en moyenne, aller vers 10-12 degrés, en fait, la température du sous-sol, température constante toute l'année. Donc ça veut dire que l'été, on va pouvoir monter jusqu'à 17-18 degrés cette température-là. Donc on va stocker des calories, ce qui va permettre l'hiver de reprendre ces calories qui sont là, donc du coup en excès, on va dire, pour pouvoir obtenir des performances de l'installation et des COP très intéressants. Donc on stocke et on se déstocke de l'énergie. Le gros avantage de
de ce procédé-là, c'est que les têtes de sonde, elles vont être enterrées en moyenne entre 1 mètre et 1,50 m de profondeur. Il n'y a pas de regard sur ces sondes-là, et une fois que les sondes sont créées et raccordées à une chaufferie, on n'a plus du tout à avoir accès à ces ouvrages-là, pardon. Et donc, du coup, ça veut dire que dessus, on peut mettre un bâtiment, un parking, tout ce qu'on veut. Il n'y a plus d'accès à avoir. En plus, un des autres gros avantages, c'est que cette technologie-là a besoin de très peu de maintenance. Il n'y a quasiment pas de maintenance, sauf un rajout peut-être de temps en temps d'un peu de glycol dans le réseau. Alors le glycol, c'est juste un ajout qu'on met dans l'eau pour empêcher que le système ne gèle. Voilà, ça permet de descendre dans le champ de sonde jusqu'à moins 10 degrés sans que le procédé ne gèle. Donc, par la suite, on va parler. Alors ça, c'est une boucle d'eau tempérée à énergie géothermique. C'est un procédé qui se met de plus en plus en place. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'en fait, ça fonctionne comme un réseau de chaleur, sauf que là, on va travailler en très basse énergie. Et l'idée, c'est, on a une ressource énergétique qu'on va chercher soit sur de la sonde, soit sur de la nappe. On peut faire aussi sur de l'eau de mer ou bien des réseaux d'eau usée. Et en fait, ça va être notre base d'énergie. Et en fait, la boucle d'eau, elle va distribuer un ensemble de quartiers. Ça va être un ensemble de bâtiments, pardon, au sein d'un quartier. Et l'idée de cette boucle d'eau à énergie géothermique, c'est que il y ait des bâtiments qui vont avoir des besoins de chaud et de froid de façon simultanée dans l'année. L'exemple le plus simple, c'est de se dire que sur cette boucle d'eau, on a un data center qui va avoir des besoins de rafraîchissement, refroidissement toute l'année, 365 jours dans l'année. Et en fait, cette boucle d'eau va permettre de capter justement les calories que crée du coup ce data center pour les redistribuer sur d'autres bâtiments. Et en fait, les forages, si on est sur le procédé, sur nappe ou sur sonde, qui seraient raccordés à cette boucle d'eau tempérée, ne sont là uniquement que pour compenser les déséquilibres qu'il peut y avoir à une certaine période de l'année. En plein été, il se peut que le data center fournisse forcément plus d'énergie que les bâtiments en aient besoin. Donc les forages sont là pour absorber cette énergie. Et inversement, l'hiver, peut-être que le data center ne peut pas fournir assez d'énergie. Du coup, le sous-sol est là pour compenser ce déficit. Donc ça, c'est des procédés qui sont en train d'être mis en place. Les domaines d'application en géothermie de très basse énergie, ils sont très vastes. On peut répondre à tout besoin. Là, je vous ai mis en gros tous les exemples sur lesquels nous, on est amené à déjà travailler. Donc, sur des data centers, des complexes sportifs, si vous avez des projets de piscine, s'il y a au droit d'une piscine une ressource en eau exploitable, la géothermie et l'énergie qui peut répondre parfaitement et avec des rendements plus qu'intéressants. Juste un exemple, on a fait un procédé, un projet de géothermie, 100% géothermie sur un centre aquatique à Saint-Amand-les-Eaux, c'est une commune à côté de Valenciennes, 650 000 € de surinvestissement, temps de retour sur investissement, 2 ans et demi. Voilà, c'est pour vous dire. En géothermie, plus une installation va être énergivore, plus elle va être rentable, puisque forcément, plus on va faire des économies d'énergie. Donc, on peut travailler après sur des hôpitaux. On a plusieurs hôpitaux en cours d'études ou en cours d'exploitation, des bâtiments industriels, des centres culturels, des bureaux, serres agricoles. On peut répondre vraiment à tous les besoins, en chaud et en froid. Réglementairement, ça s'est relativement simplifié depuis 2015. Avant 2015, la géothermie était soumise au Code de l'environnement, ce qui nécessitait des procédures qui pouvaient être assez longues. Depuis 2015, sous réserve de respecter certains critères, en résumé, si on prend moins de 500 kW au sous-sol, ce qui correspond à peu près à 650 kW de chauffage, ce qui correspond à un gros centre aquatique. Si les forages font moins de 200 mètres de profondeur, en gros c'est ça, les installations sont soumises à une simple télédéclaration. C'est-à-dire que c'est un site internet sur lequel on déclare les installations et vous avez l'accord quasiment de façon immédiate pour la réalisation de votre projet. Donc réglementairement, ça s'est relativement simplifié. Il y a aussi une question de faire travailler des foreurs qualifiés qui aujourd'hui sont appelés qualiforages. C'est une réglementation qui va être amenée à évoluer en 2024 pour s'aligner sur la réglementation européenne. Mais voilà, tout foreur d'eau n'a pas le droit forcément de faire de la géothermie. Il faut des qualifications bien spécifiques. Et il existe aussi une cartographie réglementaire qui donne certaines préconisations pour la réalisation de forages en géothermie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la géothermie est faisable sur
80 à 90% du territoire. Il y a du potentiel sur 80 à 90% du territoire. Voilà, donc pour terminer, voilà, c'est une énergie qui est disponible, comme je viens de le dire, sur 90% du territoire. Les seules zones où on ne pourrait pas faire de la géothermie, c'est les périmètres de protection de captage d'eau potable, où là, sur certaines, ça peut être assez restrictif. Elle est régulière, comme j'ai dit en introduction, à partir de 10 mètres de profondeur, la température du sous-sol est constante toute l'année. Elle est locale, on ne peut pas faire plus local puisqu'elle est sous nos pieds. Elle est discrète, c'est l'avantage de l'inconvénient. Des bâtiments chauffés en géothermie, si on n'est pas au courant, bah, ça ne se voit pas. Les forages, même des forages d'eau, généralement, les têtes de forage sont dans des regards, des chambres d'exploitation qui sont hors ras de sol, elles sont rentables. En moyenne, on a des temps de retour sur investissement entre 5 et 10 ans, et elles sont respectueuses de l'environnement puisqu'on va diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre. Pour des bâtiments existants, quand on passe du gaz à la géothermie, généralement, on réduit d'un facteur de 4 à 7 les émissions de CO2 en passant en géothermie. Et voilà. Merci Olivier. Du coup, à moi de prendre la relève donc sur le photovoltaïque. Je voulais d'abord, avant d'attaquer, donc vraiment à rentrer dans le sujet, faire un petit focus rapide du coup sur le lexique. Donc, quand on parle déjà de photovoltaïque, donc on va dire que dans la famille des énergies solaires, donc qui utilisent l'énergie solaire pour produire de l'énergie, on peut produire du coup de la chaleur avec le thermique ou de l'électricité avec le photovoltaïque. Donc, c'est bien production d'électricité. Donc, dans le photovoltaïque, on va déjà parler de kilowatt-crête, qui est la puissance théorique des panneaux, qui est en fait la puissance dans des conditions donc normatives du panneau solaire. Et aujourd'hui, en unité, un panneau va sortir à l'équivalent de 435 watts-crête par panneau. Et du coup, de cette puissance, quand du coup on va sortir une certaine quantité d'énergie, on va parler de kilowattheure. Donc c'est en fait sur une durée l'énergie qui va sortir du coup des panneaux solaires. Cette énergie ensuite elle va passer du coup par l'onduleur parce que les panneaux solaires produisent en courant continu et l'onduleur du coup va convertir l'électricité en alternatif, en courant alternatif pour l'injecter sur le réseau électrique qui va permettre de consommer au niveau de du coup tous les appareils électriques. Donc quand on autoconsomme, donc on fait de l'autoconsommation et quand on parle d'autoconsommation, c'est de l'énergie que je vais produire, combien va être consommé par notre réseau électrique. Et ensuite, on va parler d'autoproduction. C'est du coup de toute l'énergie que je consomme à l'année, combien va provenir de mon installation photovoltaïque. Et du coup, donc, on produit de l'énergie, on autoconsomme sur le site et il y a forcément une partie qu'on va pas forcément pouvoir consommer parce que voilà, on n'est pas en corrélation avec du coup notre besoin à ce moment-là. Du coup, on va parler de surplus. C'est l'énergie du coup que je produis en plus de ma consommation et qui va être soit injectée sur le réseau, soit bridée pour justement ne pas être injectée. Et ensuite, quand on va parler du coup donc l'installation solaire, elle est sur une toiture ou en ombrière photovoltaïque. L'ombrière, c'est bien du coup les charpentes métalliques ou bois qu'on va avoir au-dessus des parkings qui vont permettre du coup de poser des panneaux solaires au-dessus des voitures. Slide suivante, s'il te plaît. Parfait. Donc, pourquoi le marché solaire aujourd'hui il explose? Donc, il y a deux grosses explications. Slide suivante. Ouais, merci. Du coup, augmentation des coûts. En fait, on en parlait tout à l'heure. Du coup, le marché du photovoltaïque a eu tendance à baisser en termes d'achat parce qu'en effet, quand on regarde les courbes, avant, le prix du kilowattheure photovoltaïque coûtait très cher à produire parce que l'installation coûtait cher à l'achat. Aujourd'hui, vu que le prix de l'installation a baissé, forcément, le prix du kilowattheure qui en sort a aussi baissé. En parallèle, du coup, le prix d'achat sur le réseau électrique, lui, a augmenté parce qu'on voit les centrales nucléaires, du coup, elles arrivent à terme, il va falloir les remplacer, du coup, il y a des coûts d'investissement qui vont augmenter. Aujourd'hui, sur ce qu'on a vu au niveau des règles de calcul du prix du kilowattheure en Europe, vu que c'est un peu tiré par le gaz, le prix d'achat du kilowattheure, il explose. Et du coup, donc, on a une centrale solaire qui devient très compétitive et à l'inverse, un prix du kilowattheure qui explose. Pour donner des notions, aujourd'hui, une production solaire, on arrive à avoir un prix du kilowattheure produit à 6 centimes du kilowattheure. À l'achat, on va tourner aujourd'hui à 15 centimes d'euros du kilowattheure sur le réseau public. Et du coup, aussi le solaire, pourquoi ça a le vent en poupe, c'est que quand on a vu ce qui s'est passé avec les effets géopolitiques du coup de l'année dernière,
En fait, on n'était plus maître de ces achats d'énergie. En mettant du photovoltaïque, on va fixer du coup une partie de ces charges-là. Aujourd'hui, si on arrive à subvenir à 20-30% des besoins en fait du bâtiment, donc que ça soit un bâtiment tertiaire ou une usine, c'est 20 à 30% aussi des charges qui sont fixées derrière. Parce que du coup, on a amorti, etc. Et on sait qu'en termes d'énergie, on a fixé tout ça. Ça va pour cette slide. Du coup, aussi, on a des obligations réglementaires qui rentrent en compte. Donc, ça peut être soit vis-à-vis des codes de l'urbanisme, où aujourd'hui, on est obligé, dès qu'on va construire un bâtiment de plus de 1000 mètres carrés d'emprise au sol, il va falloir couvrir 30% de la couverture par une centrale photovoltaïque. Sachant que ces règles-là vont évoluer, parce qu'en fait, on va passer même sur des bâtiments de 500 mètres carrés, et on va devoir couvrir au moins 50% de la toiture. Alors, l'obligation, en réalité, c'est 30% de couverture de centrales solaires ou de toiture végétalisée. Aujourd'hui, les promoteurs, ce qu'ils voient, c'est qu'une toiture végétalisée, certes, ça apporte un confort en termes d'isolation et d'inertie au bâtiment. Par contre, d'un point de vue rendement économique, avec du photovoltaïque, on produit une énergie qui va nous permettre de baisser des charges, d'avoir aussi un revenu complémentaire par la vente d'électricité. Du coup, l'intérêt aussi, il est là sur le solaire. Aussi, on a des obligations vis-à-vis des parkings, où aujourd'hui, tout parking de plus de 1500 mètres carrés doit être couvert de 50% de sa surface par des ombrières photovoltaïques. C'est une loi qui est sortie du coup l'année dernière, et qui est difficilement aujourd'hui encore compréhensible parce qu'on attend encore les décrets d'application, mais on va avoir du coup prochainement, normalement, tous les décrets qui vont sortir, et du coup on y verra plus clair à ce niveau-là. Du coup, pour faire un peu une petite étude de cas un peu rapide et présenter donc comment on va étudier une centrale solaire. Donc en démarrage, pour expliquer un peu les composantes déjà d'une centrale solaire, donc on va bien avoir les panneaux solaires, donc c'est ce qui va nous servir à produire du coup de l'électricité. Ces panneaux solaires, ils vont être posés sur une structure. Aujourd'hui, techniquement le plus complexe dans la solution qu'on va proposer, ça va être la structure. Ça va être définir du coup sur les bâtiments que vous avez ou que vous allez construire potentiellement la structure qui va répondre au cahier des charges, que ça soit de l'étancheur, que ça soit de l'assurance et aussi nous ce qu'on va pouvoir proposer, donc avec des solutions qui vont être certifiées potentiellement sous avis technique pour du coup être conforme à toutes les normes en vigueur. Et ensuite on va avoir du coup la partie onduleur qui va nous convertir l'électricité pour du coup via toutes les protections ensuite injecter sur le TGVT et du coup injecter sur le bâtiment et réduire ses consommations. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va étudier quand on va prendre une étude de cas et on va prendre le bâtiment? Ça va être de regarder du coup donc toutes les attentes. Donc là, petit focus du coup technique, c'est toutes les attentes, nous, pour qu'on puisse poser du panneau solaire. Donc globalement, aujourd'hui, on se retrouve beaucoup dans des cas de toiture terrasse. On va avoir du coup un complexe d'étanchéité. Ce complexe, donc il est constitué, on va avoir la structure du bâtiment, un bac support, un isolant et ensuite une étanchéité. Donc sur du neuf, c'est pas un souci parce que du coup on va pouvoir préconiser des solutions et préconiser des matériaux qui seront certifiés du coup dans des avis techniques. Sur de l'existant, c'est là où c'est problématique, c'est qu'il va falloir qu'on valide en fait les attentes techniques. C'est-à-dire, est-ce que le bâtiment par sa structure peut prendre la surcharge? Est-ce que le bac support aussi peut prendre la charge qu'on va appliquer en toiture? Et ensuite l'isolant. L'isolant, il a une certaine classe de compressibilité, ça veut dire qu'il a une certaine densité. Si la classe de compressibilité est trop faible, en fait, déjà, on ne sera pas dans les cahiers des charges de nous, les fabricants de structures. Et en plus de ça, à terme, vous pourriez avoir, en fait, une certaine... En fait, l'isolant pourrait se tasser à long terme et ce qui pourrait entraîner, en fait, des petits points de rupture de la membrane d'étanchéité avec des effets de poinçonnement sur la membrane. Et du coup, potentiellement, des fuites. Aussi, vis-à-vis des assurances, on va avoir des classements au feu. Entre du coup l'assurance, aussi potentiellement répondre au classement ICPE du bâtiment. Et du coup, par rapport à ce classement au feu, déjà si vous êtes sur un isolant en polystyrène, extrudé ou expansé, en polyuréthane, ça va être assez compliqué de respecter tout ça. Et en dernier lieu, ça sera du coup l'âge de l'étanchéité qui sera bien validé, surtout sur l'existant, parce qu'une étanchéité aujourd'hui, en durée de vie, ça va être 25-30 ans avant de devoir remplacer du coup la membrane. Si déjà votre membrane aujourd'hui, elle a 15 ans, nous on va mettre des panneaux solaires qui vont rester au moins 25 ans sur la toiture parce que 25 ans, c'est la durée de garantie de votre panneau. Du coup, s'il faut au bout de 10 ans remplacer toute la membrane d'étanchéité, ça va être très problématique vis-à-vis de la rentabilité du projet.
Du coup, comment on étudie un projet? On va définir la capacité du site. Donc, ça peut être soit sur une toiture, soit sur un parking. Donc, on va regarder vis-à-vis du coup des éléments qu'on a vu juste avant. Est-ce que la toiture est viable pour poser du solaire? Sinon, après, on va peut-être se focus soit sur un remplacement de l'étanchéité, soit sur du coup l'utilisation du parking. Ensuite, on récupère du coup les courbes de charge en fait de votre site, c'est-à-dire qu'on va récupérer un historique de consommation à pas de 10 minutes du coup de la consommation du site pour en fait calquer du coup la production solaire qu'on pourrait avoir, donc on va simuler sur le site. Et ensuite, une fois du coup qu'on a calqué ces deux courbes, on va pouvoir vous présenter les résultats. En présentant les résultats, c'est là où on va pouvoir faire des focus du coup sur l'étude. Oui, tu peux avancer, mais pas de souci. 2 slides. Hop. Et du coup, on va arriver sur déjà une présentation donc, des données d'entrée, c'est-à-dire la consommation du site. Aujourd'hui, donc sur ce site-là, par exemple, en estimation, on était à 400, en prise de consommation historique, on était à 480 000 kWh à l'année et une capacité de site de 3000 m², donc en termes de production solaire. Donc en proposition technique, nous ici, on va se mettre à 497 000 watts crête, soit 497 kW crête, soit une surface de panneaux posés de 2200 m² et une production de 496 000 kWh. Là-dessus, la production, elle est supérieure à la consommation du site. Et malgré le fait que ça soit supérieur, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'en autoconsommation, on va consommer que 42% de l'énergie qui sera produite par la centrale solaire. Et on va couvrir du coup environ 44% du besoin du site à l'année. Alors pourquoi? Parce que même si on a l'impression ici on consomme 480 000 kWh, on en produit 496 000, en réalité, on en parlait tout à l'heure, il y a des effets météo et qui vont s'expliquer quand on va affiner en fait dans les courbes de charge. Et on va voir sur la slide suivante du coup que en fait, donc ce qui va se passer en hiver, c'est que la production solaire ne va pas dépasser en fait le besoin du site, c'est-à-dire qu'on va produire moins que le besoin du coup du site. Par contre, dès qu'on va arriver au printemps, surtout en été et même en automne, on va avoir forcément beaucoup plus de production que de consommation. Parce que nous, on va produire l'équivalent en pointe, on sera à 300 kVA à peu près, là où le site, en réalité, en pointe, il consomme que 200 kVA. En plus de ça, les week-ends, on a forcément des fermetures d'usines qui font que nous, on va produire de l'énergie qui ne va pas servir. Et du coup, cette énergie, on va la renvoyer sur le réseau, la brider, et du coup, il va falloir trouver une solution pour la valoriser au final, pour ne pas la perdre. Donc, soit on va baisser la puissance de la centrale solaire si on ne peut pas valoriser le surplus pour subvenir aux besoins sans forcément avoir beaucoup de surplus, soit on va chercher à monter en puissance au maximum pour, si on a du surplus, aller le vendre sur le réseau et du coup pouvoir valoriser cette énergie. Du coup, par rapport aux résultats, juste pour montrer un peu quelques notions d'installation, aujourd'hui une pose sur un glacier, donc c'est sur pose type auvent, hangar agricole, etc. En termes de prix, on va tourner à 80 ou 95 centimes d'euros du watt crête installé. Donc globalement, c'est-à-dire que si on installe 100 000 watts crête, ça va coûter 80 000 euros à peu près. Sur une toiture terrasse, ça sera un peu plus cher, c'est un peu plus technique, ça demande du coup un peu plus de structure aussi, un peu plus d'interaction entre les différents intervenants, que ce soit l'étancheur. Du coup, le prix sera plus entre 90 et 1,10 € du watt crête installé. Ça veut dire que pour 100 kW crête, on va avoir un prix d'installation à 110 000 euros à peu près. Et sur nos brouillards de parking, du coup, d'un coup, ça explose parce qu'on a du VRD, du gros œuvre, de la charpente métallique à mettre en œuvre. Et du coup, sur 100 kW crête, on va plutôt avoisiner les 200 000 euros du coût d'installation pour ce type de procédé. Par contre, quand on fait un coût de production, dernier truc, quand on fait un coût de production, en réalité, du coup, sur toiture, on arrive en lissant sur 25 ans l'investissement et toutes les maintenances à un prix de production du kilowattheure qui va avoisiner les 6 centimes d'euros du kilowattheure. Aujourd'hui, par exemple, quand on achète sur le réseau, on va tourner plutôt à 15 centimes d'euros du kilowattheure. Donc, en réalité, c'est rentable. Et idem sur le brouillard de parking, même si elle est beaucoup plus chère à l'installation, elle sera quand même rentable parce que quand on lisse sur 25 ans l'investissement, ça va revenir à 10 centimes d'euros du kilowattheure produit. Et quand on achète à 15, du coup, c'est intéressant. En parallèle, du coup, si on peut vendre l'électricité, les derniers tarifs en vigueur, par exemple, c'est 13 centimes du kilowattheure vendu. Donc, quand on produit à 10 centimes le kilowattheure et qu'on le vend à 13, ça reste aussi rentable. Forcément, beaucoup plus délicat à trouver la rentabilité et si d'un coup, il y a un problème dans l'installation, ça sera plus délicat. Mais en tout cas, aujourd'hui, le photovoltaïque, c'est quelque chose qui est
qui se finance, qui s'autofinancent et qui a des rentabilités qui vont avoisiner les 10 ans. Voilà, merci Léa. J'ai une question, Guillaume. C'est par rapport au coût de maintenance, parce qu'on sait très bien que ce sont des coûts qui impactent le taux de retour sur investissement d'une préconisation dans les audits énergétiques, par exemple. Est-ce que t'as pas une approximation, une estimation de ce coût de maintenance et aussi des coûts d'amortissement par watt-crête, par exemple? Alors, on n'a pas une estimation par rapport aux estimations, c'est assez compliqué parce que ça dépend de la puissance installée et de la distance qu'on va avoir avec l'installation. En fait, il faut savoir que, en effet, quand on fait, si on parle tertiaire et si on parle de centrale solaire de 36 kW crête, par exemple, ce qui équivaut à 150 mètres carrés, en fait, la maintenance, ça va exploser parce que une installation qui, à la base, va coûter peut-être, 40 000 euros, si vous mettez 600 euros de maintenance par an, voilà, ce qui est quand même un budget relativement bas. En réalité, ça va faire exploser du coup la rentabilité. Par contre, quand on part sur des centrales qui vont faire 150, 200, 300 kW crête, où en fait la maintenance va coûter peut-être 1200, 1500 euros, donc en effet, on va tripler la puissance solaire, voire même plus que ça. Hein. Si on parle d'un 36 kg, à l'inverse, on met 360 kW crête, on fait x10 en puissance, mais on ne fait pas x10 sur le coût de la maintenance, où en fait on aura peut-être 1500 euros de maintenance, et du coup, d'un coup, l'impact en termes de CAPEX, il est très très faible. Voilà. Ok, donc c'est plus intéressant. Donc c'est plus intéressant pour des grandes puissances en kilowatts crête. Tout à fait, tout à fait. Sur des grosses puissances, l'impact de la maintenance est fortement dilué en fait dans la rentabilité du projet. Par contre, sur des centrales en effet de 36, 50, 80 kg, la maintenance, elle vient tout de même impacter un peu la rentabilité. Très bien. Merci Guillaume. Merci Guillaume pour ces précisions. Messieurs, on a été assez bavards finalement sur cette session, mais qui était plus qu'intéressante, et c'était enrichissant d'avoir le point de vue aussi on va dire, de différentes parties prenantes sur un projet en vue d'optimiser et donc, j'allais dire, de concevoir et gérer autrement son bâtiment. Je voulais savoir, alors on a répondu à quelques questions dans le fil de discussion en direct. Effectivement, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à nous les poser de suite. Comme j'écrivais dans le fil de discussion, de toute façon, le webinaire vous sera envoyé et vous pourrez consulter la fin pour ceux qui n'ont pas pu suivre les derniers éléments. Évidemment, vous avez nos coordonnées sur cette slide-là. Donc, que ce soit pour la partie géothermique, hydrogéologique ou que ce soit plus sur la partie solaire, vous avez évidemment les coordonnées d'Olivier et Guillaume également pour des questions un petit peu plus précises ou approfondies aussi. Des rendez-vous peuvent être organisés en parallèle de ce webinaire. Olivier, Guillaume, Hassan, avez-vous, j'allais dire, une conclusion et une direction à donner, j'allais dire, entre nous, puis aussi à nos clients sur comment continuer, parce que j'allais dire, ces stratégies, en tout cas de réflexion, mais aussi de mise en place, sont présentes depuis déjà quelques années. Mais quel est un petit peu le mot d'ordre pour les prochaines années, en vue des enjeux qu'il peut y avoir sur les prochaines années, au-delà de la réglementation? Quelle serait un petit peu votre conclusion sur ces différents éléments? Olivier, tu peux commencer par exemple. J'en aurais deux. On n'a pas parlé, et t'en avais évoqué un peu, c'est les subventions, les aides. Les aides, moi je vais parler des aides, j'en ai pas trop parlé là. Faut savoir que l'ADEME subventionne fortement la géothermie. Les études sont subventionnées en fonction des régions entre 50 et 70% du coût des études. Donc le coût des études, c'est le coût du bureau d'études sous-sol, le bureau d'études surface et le forage d'essai. Et les travaux sont aidés. Alors c'est pas un pourcentage là, l'aide est proportionnelle à la quantité d'énergie renouvelable qu'on va créer avec le système, et certaines régions viennent doubler l'aide de l'ADEME. Donc en fait, on a des installations, dans le meilleur des cas, des fois qui sont subventionnées à 60-70%. Donc ça aide fortement on va dire l'émergence de projets. Et si j'avais une conclusion, c'est il faut anticiper. Anticiper les études, quelle que soit l'énergie que vous voulez utiliser.
Prenez le temps de les faire, les études aussi. Et oui, les études, ça a un coût. Mais en fait, en résumé, dans la durée de vie d'un bâtiment, l'exploitation du bâtiment, c'est 70% du coût global. La conception et les études, ce n'est entre guillemets que 30%. Donc prenez le temps et donnez-vous la liberté de payer des études pour que vous ayez bien tous les tenants et les aboutissants. C'est très important de mon point de vue de prendre son temps et de se donner les moyens de choisir la bonne solution pour votre projet, puisque d'un projet à l'autre, la solution, ça va pas être la même. Ouais. Voilà. Merci Olivier pour cette conclusion. Et je pense que Guillaume et Hassan peuvent que être alignés là-dessus. Guillaume, un éventuel mot de conclusion et éventuellement rebondir sur ce que vient de dire Olivier. Alors, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, j'insiste toujours sur le côté audit qui est tout de même très important parce qu'au final, comme on a discuté tout à l'heure et comme Olivier a confirmé, l'audit vient avant la production d'énergie. Et moi, je suis très content quand j'arrive en fait dans la dernière maille de la chaîne. Et du coup, voilà, on fait des études, on accompagne, mais validez bien vos audits, vérifiez ce que vous avez à faire, faites des stratégies de réduction et ensuite consultez-nous. Merci Guillaume pour cela. Hassan, un petit mot pour conclure? Merci Olivier, merci Guillaume pour ces informations, pour ces éléments. Comme vient de dire Guillaume, l'audit énergétique reste vraiment un outil qui aide les clients à prendre des décisions. Donc ça, il doit forcément passer par des chiffres et par des résultats qui sont fiables, qui sont bien, comment dire, fondés. Et c'est dans cette optique et dans cet objectif que nous serons amenés à travailler ensemble sur des thématiques de recours aux énergies renouvelables. On aura besoin de votre expertise, de votre comment dire, de vos conseils sur ce qu'on propose à nos clients, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hassan et effectivement merci Guillaume, merci Olivier pour cette participation à ce webinaire. Merci à vous d'avoir pris aussi le temps de participer et de nous écouter, nous avoir posé vos questions. Encore une fois et comme mentionné, le webinaire vous sera transmis par mail et sera également disponible sur notre site internet et notre chaîne YouTube. Il est temps pour moi de vous souhaiter tout d'abord un très bon appétit. Encore merci pour votre écoute et une très belle journée. Encore merci Guillaume, merci Olivier et merci Hassan. Merci, au revoir. Merci. Merci à tous. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Salut, au revoir.